Bonjour à tous. Donc effectivement, il y a quelques années, quand on faisait des applications mobiles, c'était plutôt simple. On savait qu'on aurait une application iOS codée en Swift et une application Android codée en Kotlin ou en Java. Aujourd'hui, ces repères, ils bougent, ils se bousculent, et on voit que petit à petit, il va falloir évoluer. On entend que le natif, il est mort, on entend qu'il est indispensable, mais aussi que l'hybride, c'est le futur, et que l'intelligence artificielle, dans tout ça, va venir changer complètement nos métiers. Changer nos métiers, oui, mais aussi la façon dont on utilise nos applications. Ensemble, je vais vous proposer de prendre un pas de recul sur ce qui est en train de se passer, et on va revenir sur les dernières années, ce qui se passe en ce moment sous nos yeux, et ce qui va se passer dans le futur pour le mobile. Avant ça, je me présente. Donc moi, c'est Jasmine, enchantée. Ça fait 8 ans que je suis chez Octo Technologies et je suis sur des rôles plutôt de tech lead en Flutter sur des applications grand public, donc avec beaucoup de téléchargements et un besoin de robustesse et de maintenance assez élevé. À la base, je viens du monde plutôt de l'innovation, pour simplifier tout ce qui est mettre un casque sur sa tête, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est là-dedans que j'ai fait mes études. Ces 8 dernières années, si j'ai appris quelque chose, c'est que rien n'est permanent sauf le changement. Alors cette phrase, elle n'est pas de moi, malheureusement, j'aurais bien aimé. Elle est d'Héraclite. Il l'a dit il y a 2000 ans ou plus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit quand même, il y a 2000 ans, il n'y avait pas tant de changements que ça par rapport à aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, si on revient, moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, le mobile, j'ai vu déjà le premier changement. Je suis arrivée sur un projet Android Java, et là, on m'a dit, en fait, on va tout passer en Kotlin. Et on l'a fait, et c'était plutôt rapide. Finalement, la plupart des choses se faisaient de manière automatique. On est tous passés en Kotlin. On ne s'est pas vraiment posé la question du pourquoi. Je crois que le langage était plus sexy. Les devs y préféraient. J'étais junior, donc j'ai un peu suivi le mouvement. Et donc, dans ce contexte-là, avant, comment on faisait quand on voulait faire 2 applications? Donc, je vous l'ai dit, il y avait 2 bases de code, une base de code iOS, une base de code Android. Les 2 étant distinctes, on pouvait avoir des décalages, que ce soit sur la partie design. Donc là, on le voit sur l'image, le design n'est pas tout à fait le même à droite et à gauche. Et on peut aussi avoir des disparités en termes de fonctionnalité. Si pendant 4 mois, j'ai plus de développeurs Android, mais que j'ai quand même mes développeurs iOS, eux, ils vont continuer à produire de la valeur. Et là, ça va me poser des problèmes. Est-ce que je peux mettre en prod d'un côté quelque chose qui est plus avancé que de l'autre? Est-ce que c'est gênant pour mes utilisateurs? Et ça crée comme ça pas mal de complexité où on va essayer finalement d'attendre l'une et l'autre en permanence. Qui dit 2 bases de code dit aussi des bugs très distincts à corriger, ce qui peut également prendre plus de temps pour la maintenance. Maintenant, on va plutôt aller vers de l'hybride. L'hybride, c'est quoi? C'est d'avoir un seul et même base de code pour une multitude d'OS ou d'applications. On va avoir du coup un design qui est identique, puisqu'on a la même base de code stricte. Et les fonctionnalités, ça sera les mêmes en même temps. Alors pourquoi aujourd'hui on fait autant d'hybrides? La première raison, c'est que la crise de ces dernières années a poussé à pas mal de coupes budgétaires. Et là où avant j'avais 4 développeurs Android, 4 développeurs iOS, aujourd'hui j'ai que 4 développeurs Flutter. La deuxième raison, c'est tout ce qui va être lié aux deadlines, aux time to market qui sont de plus en plus serrés. Aujourd'hui, j'ai plus envie de choisir en fait entre iOS et Android, je veux être sur les 2 tout de suite, le plus vite possible. Quitte à choisir plus tard, si je m'aperçois que finalement 90% de mes utilisateurs sont sur iOS, d'abandonner l'app Android. Mais ça, je veux le faire plus tard, je ne veux pas le faire quand je me lance. Et la troisième raison, c'est le recrutement. Si je prends l'exemple d'Octo Technologies, ces 3 dernières années, les développeurs qu'on a recrutés, ils ont appris de l'hybride à l'école. Ils n'ont pas appris en fait le natif, et donc c'est beaucoup plus facile de recruter des développeurs hybrides. Donc si je résume un petit peu tout ça, par rapport à il y a 10 ans, les applications d'aujourd'hui, elles coûtent 2 fois moins cher. On a une équipe de dev qui va être réduite, la plupart du temps par 2, mais c'est assez variable. Et on pourrait croire qu'on a aussi une recette qui va être plus rapide. Alors ça, c'est un peu plus faux, parce que malgré tout, il y a des différences entre les OS, et du coup, on continue de tester quand même l'application, à la fois sur Android et à la fois sur iOS.
Et cependant, malgré qu'on fasse tout en hybride et de plus en plus, on a toujours aujourd'hui besoin du natif. On en a besoin pour 3 raisons. La première, c'est que toutes nos dépendances, quasiment toutes, on va dire à peu près 90%, sont codées en natif. On a aussi toute la partie configuration qui, elle, va rester en natif. Pour Android, j'ai toujours mes fichiers manifestes et pour iOS, j'ai toujours mes fichiers playlist. La deuxième raison, c'est la compréhension du legacy ou des applications en fait existantes. Aujourd'hui, on en a beaucoup sur le mobile et la plupart sont codées encore en natif. Et donc, je vais avoir besoin de le connaître pour soit les migrer vers des technos hybrides, soit pour continuer de le maintenir et de le mettre à jour. La troisième raison, c'est un cas qui est quand même très très rare, c'est d'être au plus proche du matériel, où je vais avoir des besoins de performance ou des besoins vraiment typiquement liés à l'appareil photo. Si je vais prendre une application de réalité augmentée, là, ça va plus valoir le coup de le faire en natif, puisque finalement, les SDK vont être très différents entre iOS et Android, et du coup, je vais perdre plus de temps si je fais de l'hybride que du natif. Mais c'est un cas qui est quand même très très rare. Donc avec tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est que l'hybride, c'est devenu le nouveau standard du marché. Aujourd'hui, si je lance une nouvelle app, j'ai très peu de raisons de ne pas choisir de l'hybride. Dans 98% des cas, l'hybride, il va fonctionner et il sera tout aussi performant que le natif. Là où ce n'était pas le cas il y a 5 ans, avec les premiers, on peut citer Xamarin, on peut en citer d'autres, les performances étaient un peu moindres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, l'hybride est égal au natif. Pourquoi l'hybride, c'est important aujourd'hui? Parce que aussi, il se multiplie sur plein de supports. On peut désormais faire du web en hybride, on peut aussi faire des applications desktop, donc on peut faire des applications macOS et Windows, avec toujours une seule base de code. Donc si je résume un petit peu les impacts qu'ont ce développement hybride, donc à la fois pour le développement, le coût, les fonctionnalités et le design, on va commencer par le développement. On va avoir, comme je l'ai déjà dit, moins de développeurs par projet. Mais par contre, ces développeurs, ils vont devoir avoir beaucoup plus de connaissances qu'avant. Ils vont devoir connaître la techno hybride sur lesquelles ils vont travailler. Donc ça, typiquement, ça va être du Flutter, du React Native, du Kotlin Multicompose. Ou ça sera plus compliqué pour lui, car il devra aussi, en plus de cette techno, connaître la techno native. Donc il va devoir connaître Kotlin, Swift. Forcément, il va connaître iOS et Android si son appli est déployée sur les deux. Et aussi tout ce qui va être lié à sa config et à sa mise en prod, donc notamment les spécificités des stores Apple et Google. Donc on a moins de développeurs, mais ces devs, ils sont beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus full stack, et ils ont une charge cognitive qui augmente au fil des années. Pour la partie coût, comme on l'a vu, c'est moins cher, moins de développeurs, donc des coûts de production et de maintenance plus réduits. Pour les fonctionnalités, elles seront communes aux deux. Et quelquefois, on est obligé quand même de coder en natif. On pense aux fonctionnalités de Home Widget qui sont quand même très liées au device. Et aussi tout ce qui va être lié à des scans ou à l'appareil photo, donc le scan d'un document par exemple. Si on veut bénéficier des SDK qui sont présents sur Google ou iOS, là, on est obligé de sortir le natif. Pour la partie design, alors là, il y a un impact également, c'est que si on n'a qu'une seule base de code et qu'un seul design, il va falloir choisir. Soit on fait un design qui est 100% customisé à mon entreprise et à mon produit, soit je vais devoir choisir avec un design qui ressemble plutôt à de l'iOS ou un design qui ressemble plutôt à de l'Android. Et donc ça, en fonction de mes utilisateurs, va falloir quand même que je tranche à un moment donné. Ça peut perturber des utilisateurs iOS si mon app ressemble à de l'Android, et inversement, sur Android, ça peut être perturbant également. Donc rien n'est permanent sauf le changement. Donc on l'a vu, en 2026, c'est toujours aussi vrai. Et demain alors? Est-ce que ce sera encore vrai demain? Donc là, le dernier changement des 3 dernières années, c'est surtout sur l'hybride. Demain, qu'est-ce qui se passe? On a l'arrivée de l'IA. Donc on peut challenger le demain, parce que c'est déjà un peu arrivé. Mais on va le voir plus tard pourquoi je dis que c'est quand même demain. Et avec l'arrivée de l'IA, on a des nouveaux usages d'un côté. Donc notre façon d'utiliser nos applications, elle va changer. Et notre façon de coder, de créer ces applications, elle va changer également. Si on commence par les usages, à court terme, on va avoir des applications qu'on va dire boostées à l'IA. C'est-à-dire que je vais avoir tout un tas de fonctionnalités
auxquelles je rajoute un peu d'IA un peu partout. Par exemple, si je prends mon application de to-do list et que je mets de planifier une réunion, et ben, il va me proposer de me générer automatiquement l'ordre du jour. Peut-être même qu'il va me proposer de la planifier dans mon agenda s'il a accès à mon agenda. Et toutes ces micro-fonctionnalités, elles sont possibles parce qu'on va avoir des agents qui sont locaux à nos smartphones. Donc ça veut dire qu'ils vont fonctionner en hors ligne et aussi qu'ils vont mieux protéger mes données puisque mes données restent dans mon téléphone. Spoiler alerte, ces technos, elles existent déjà. On a déjà Apple Intelligence et Gemini Nano qui sont dispo en France. Donc là, j'avais mis aux US, mais elles sont dispo en France depuis quelques mois. Et vous pouvez déjà les intégrer en fait, au sein de vos applications. Donc vous pouvez déjà appeler les API d'Apple Intelligence et Gemini pour créer ces petits widgets, ces petites fonctionnalités et améliorer vos applications. Alors un usage à plutôt moyen terme, c'est que tout va passer par un agent. On appelle ça l'agentisation. En fait, c'est comme quand vous cherchez sur ChatGPT aujourd'hui plutôt que de chercher sur Google. Et bien là, vous passerez par votre agent sur votre téléphone plutôt que d'aller dans une application. Donc si tout passe par un agent, je vais avoir des applications finalement qui ont de moins en moins d'écran, qui ont de moins en moins d'interface. Et ça pose également une question du web mobile. Est-ce que dans un monde où tout passe par un agent, on a encore besoin du web mobile? Est-ce que ce web mobile sera accessible par ces agents? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais probablement qu'il faudra quand même quelque chose en local pour que ces agents puissent communiquer avec. Donc les impacts sur nos applications, ce serait que finalement, nos applications, elles ressemblent davantage aux applications qui existent sur les assistants vocaux, tels qu'on connaît. Donc on peut citer Alexa, on peut citer Google Home. Sur ces applications, on appelle ça des skills ou des actions. Et en fait, c'est très réduit. On va avoir juste, finalement, les phrases qui permettent de déclencher mon application et quelques appels API pour les réponses. Mais j'ai plus d'interface et ça change drastiquement, en fait, ce à quoi ressemble mon application. Donc si je passe plutôt à la partie développement, on entend aujourd'hui quand même beaucoup parler de vibe coding et d'agentic coding. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est que le développeur aujourd'hui va pouvoir coder avec une IA à côté de lui, qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir l'accélérer. Alors est-ce que ça va accélérer suffisamment pour rediviser par 2 le prix dans quelques années des applications mobiles? Peut-être. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça nous aide beaucoup à la reprise des codes legacy, qu'on va pouvoir, avec ça, générer de la documentation. Donc c'est très utile quand on a perdu finalement la connaissance de son application, quand on a perdu les personnes qui travaillent dessus. C'est aussi utile pour migrer du code. On le voit, migrer un code d'une technologie native vers de l'hybride, ça prenait 1 an. Aujourd'hui, ça prend 3 mois. Donc on voit que c'est quand même un grand accélérateur et que ça nous aide dans ces chantiers. On a aussi toute la notion de Agentic Driven Interface, où là, c'est un peu entre les usages et le coding. C'est que je vais pouvoir dire à une IA, OK, je te file 17 interfaces différentes et tu choisis, en fonction de ce que fait l'utilisateur dans mon app, laquelle tu affiches. Alors, on peut aussi lui dire, tu fais ce que tu veux et t'affiches ce que tu veux, mais je vous conseille quand même d'avoir prédéfini un certain nombre de choses pour éviter d'avoir une app qui, au final, ne fait plus ce que vous vouliez qu'elle fasse à la base. Et c'est très pratique parce que ça vous permet de quand même garder un contrôle sur ce qui va être affiché, sur potentiellement, si vous voulez, des publicités sur vos applications ou certaines actions. Alors, on ne peut pas parler de nouveaux usages sans parler des nouveaux devices qui arrivent sur le marché ou qui sont déjà sur le marché. Donc, il y en a beaucoup, tout le temps, partout. J'en ai choisi 3 pour cette présentation. Le premier, c'est les Meta Ray-Ban Display. Donc, je pense qu'on a tous vu des publicités sur ces lunettes connectées. C'est en fait des lunettes qui nous affichent un écran tête haute directement devant nos yeux, auquel on peut faire pas mal de choses. On peut communiquer, on peut mettre notre musique. La grande nouveauté, c'est que maintenant, il y a un bracelet, et donc on peut plus facilement naviguer dans les menus par rapport à avant. Ce bracelet, on peut imaginer que demain, ce soit directement votre montre connectée, et que du coup, ça fasse quand même un device de moins, parce que là, avec la montre connectée, le bracelet, les lunettes, ça commence à faire un peu beaucoup. Ces lunettes, elles ont des cas d'usage qui sont quand même assez concrets, notamment la partie GPS. Si je suis en vélo,
C'est quand même vachement plus pratique d'avoir un petit GPS dans le coin de mon champ de vision que de devoir baisser ma tête pour regarder mon téléphone. On pense aussi aux personnes qui sont malvoyantes, qui ont besoin en fait d'avoir quelque chose qui va comprendre leur environnement pour pouvoir esquiver des obstacles qu'ils n'auraient pas pu esquiver autrement, ou aussi pour leur indiquer où est le passage piéton, est-ce que le feu il est rouge ou vert, ou ce genre de choses. Alors, ces lunettes, elles ne viennent pas remplacer le téléphone, elles viennent s'ajouter en plus, parce qu'on aime bien ajouter des nouvelles technologies et ajouter des nouveaux devices, et ça vient finalement compléter l'expérience du téléphone. Le deuxième device, c'est le Rabbit Air One. Alors celui-là, j'appelle ça device parce que ce n'est pas un téléphone, malgré qu'il ressemble à un téléphone. Si vous voulez passer des appels ou envoyer des SMS, n'achetez pas ce device. Il ne permet pas de le faire aujourd'hui. Pourquoi il est intéressant néanmoins parce que c'est une entreprise qui mise tout sur l'IA. En fait, ce qu'on achète, c'est un agent IA qui est dans notre poche, utilisable en illimité. Donc une fois que vous avez le device, vous pouvez faire des prompts toute la journée et il vous répondra. Il y a carrément un bouton pour lui parler directement. Et il remet aussi un peu de rétro via une molette notamment, alors que l'écran est tactile, il y a quand même une molette pour tout ce qui est scroll, pour ajouter un petit peu de matériel finalement dans nos interactions. Et en faire un device qui est un peu attachant de par sa mascotte, mais aussi de la façon dont on l'utilise. Il est aussi intéressant ce device quand on est développeur parce que ça montre qu'on peut encore aujourd'hui créer des nouveaux OS. Et ça ouvre un peu un champ des possibles. Ils ont créé leur OS, ils ont créé aussi leur propre LLM. Et finalement, on peut aussi, quand on achète le device, avoir accès à toute une plateforme, à tout un LLM, pour créer des nouvelles applications que je vais pouvoir télécharger à la fin dans mon device. Donc c'est complètement personnalisé à ce que j'ai envie d'en faire. Alors celui-là, c'est mon préféré, c'est le Honor Robot Phone. Alors contrairement aux deux précédents, celui-là, il n'est pas encore sur le marché. Il a été annoncé dans les derniers CES, mais il faudra attendre peut-être 2 ans pour le voir en Europe. Pourquoi c'est mon préféré C'est parce que l'innovation, là, c'est de mettre un peu de robotique sur un téléphone. Ça paraît tout simple. On se dit d'abord pourquoi on n'y a pas pensé avant. Et finalement, même si c'est tout simple, ça change quand même beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans nos interactions en fait avec le téléphone. Il va pouvoir nous répondre, nous faire des gestes pour nous dire oui, non, peut-être, bof. Et on va en fait être attendri par ce petit robot. En fait, on va vouloir vraiment lui parler comme on parlerait à un ami. Alors les cas d'usage pour l'instant dans leur publicité, c'est plutôt m'aider à m'habiller le matin et surveiller mes enfants. Bon, cas d'usage que je ne vous conseillerais pas trop quand même. Mais je pense vraiment qu'avec ce genre de device, on va pouvoir créer des nouvelles expériences et qu'il va falloir trouver justement quels sont ces usages pour le rendre vraiment pertinent. Donc on l'a vu, avec ce genre de téléphone, finalement, c'est plus juste des téléphones, c'est pas juste des téléphones intelligents ou des smartphones, ce sont bien plus, ce sont des compagnons. Ça va être votre assistant de vie, ça va être peut-être votre meilleur ami, que vous aurez toujours dans votre poche, hyper fiable, il sera toujours content d'être avec vous, super pratique, pas d'embrouille. Alors l'impact de ces nouveaux usages. Pour la partie développement, c'est un changement de paradigme qui est assez total. Si demain j'ai plus d'interface graphique à mes applications, finalement, est-ce que je suis encore développeur mobile ? Je vais avoir des applications qui vont être aussi hyper allégées, où finalement elles vont faire juste passe-plat peut-être avec mes services. Et aussi, comment ces agents locaux, comment les IA vont utiliser mon application. Est-ce que je vais devoir lui exposer finalement quelle phrase la déclenche ? Est-ce que je vais devoir lui exposer aussi des services ? Est-ce que c'est l'IA qui va appeler directement mon back-end ? Est-ce que j'aurai quand même un truc intermédiaire ? Aujourd'hui, on n'a pas les réponses, c'est encore un peu flou. Pour la question des coûts, est-ce que je vais avoir un coût de développement réduit ? Probablement que oui, mais pareil, on manque encore un peu de data aujourd'hui. Ça soulève une autre question qui est celle de la rémunération. Aujourd'hui, 80-85% des apps se rémunèrent grâce à la publicité que l'on voit apparaître sur nos écrans. Si tout passe par un agent, cette publicité, elle disparaît aussi.
Donc est-ce qu'au sein de mes réponses de l'agent, je vais pouvoir intégrer ma pub et être rémunéré? Pour l'instant, on n'a pas cette réponse non plus. Donc on ne sait pas encore demain comment les applications mobiles vont finalement continuer de gagner de l'argent. Donc sur les fonctionnalités, là aussi, ça change pas mal. Donc on va avoir sûrement des fonctionnalités dans un très court terme qui vont être boostées à l'IA un peu partout. Très court terme, c'est d'ici la fin de l'année. C'est déjà le cas, on en voit déjà un petit peu apparaître, mais ça reste marginal. Je pense que d'ici la fin de l'année, toutes nos applications vont en avoir. Et à plus long terme, c'est de savoir finalement mes fonctionnalités, lesquelles je veux garder, lesquelles mes utilisateurs continueront d'utiliser dans ce nouveau monde, dans ce nouveau paradigme. Côté design, pareil, bouleversement total. Si je désigne plus d'écran, qu'est-ce que je design? Finalement, au lieu de designer une interface graphique, je vais devoir designer une interface relationnelle. Je vais devoir me demander comment mon utilisateur il discute avec mon application. Et donc, il va pouvoir discuter soit à l'oral, via des commandes vocales, soit à l'écrit, comme on le fait aujourd'hui par texte, soit avec des gestes, puisqu'on l'a vu avec les nouvelles caméras, en fait, je vais peut-être pouvoir même parler en langage des signes à mon IA. Donc il va y avoir un changement. On a toujours besoin de l'expérience utilisateur pour savoir en fait qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, par où va passer mon utilisateur et comment il va communiquer avec mon app. Alors pour vous, j'ai 3 takeaways. Le premier, c'est qu'on a toujours besoin du natif. Ça, c'est ce qu'on a vu au début. Donc en fait, quoi qu'on fasse, il y aura toujours du natif dans l'infrastructure, au moins pour nos dépendances. Le deuxième, c'est que l'IA, elle accélère tout très vite. Et on le voit, et sûrement que mon talk, dans 6 mois, sera déjà obsolète. Et surtout, aujourd'hui, on l'utilise pour tout ce qui est migration, donc de code plutôt legacy, vers du code soit plus moderne, soit du code hybride, pour gagner aussi en nombre de développeurs. Et le troisième point, c'est que le futur du mobile, il sera hybride. Donc on l'a vu, il y a de plus en plus de devices différents et on veut toujours avoir qu'une seule base de code. Et il sera intelligent, donc avec de l'IA un petit peu partout. Donc finalement, si je dois répondre à la question que je vous ai posée au début, où en est vraiment le mobile en 2026 ? Je dirais que le mobile, aujourd'hui, il est à un moment de pivot. Un moment où tout se transforme. Un moment où on a de plus en plus de devices. C'est vrai, on va utiliser la même application sur notre montre, sur notre téléphone, sur nos lunettes, dans notre voiture et peut-être même sur notre pot de fleurs. J'en ai vu, il y a des pots de fleurs connectés. Et on aura sûrement des devices demain qu'on n'a pas encore imaginé aujourd'hui. C'est pour ça que l'hybride, aujourd'hui, est quand même très important pour qu'on n'ait qu'une seule base de code pour gérer tous ces multiples devices. On le voit aussi avec l'IA, ça accélère tout et ça accélère aussi notre manière de créer. On n'a jamais été aussi vite pour créer des nouvelles applications. Néanmoins, ça augmente la charge cognitive des développeurs. Comme on l'a vu au début, les développeurs aujourd'hui doivent savoir la techno hybride, la techno native, toutes les configs qui vont avec, mais aussi maintenant tous les outils IA. Et ça s'ajoute, ça s'empile. Donc finalement, le temps qu'on gagne avec l'IA, ou le nombre de développeurs qu'on gagne, impacte les développeurs qui restent. Donc le mobile, aujourd'hui, oui, il se transforme. Et finalement, le futur, il n'est pas encore dessiné, et c'est à nous de le dessiner. Merci à tous.